Ma famille ne m'a pas invité à Noël. C'est seulement pour les gens qui réussissent, a dit mon frère. J'ai ri et j'ai dit, c'est logique. Ce soir-là, j'ai arrêté de payer les frais de scolarité de ses enfants et le leasing de la voiture de sa femme. Maintenant, il appelle sans arrêt, il perd la tête. Étage 3 semaines avant Noël, j'ai reçu un SMS dans le groupe de discussion familiale qui disait « Nombre final de personnes pour le dîner du réveillon de Noël. Veuillez confirmer avant dimanche. » C'était de ma mère. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je n'avais jamais manqué un Noël. J'étais toujours celle qui arrivait en avance pour aider à préparer la nourriture, qui apportait du vin supplémentaire juste au cas où, qui emballait les cadeaux pour mes parents de la part des petits-enfants parce que Chase n'avait jamais le temps. Alors, j'ai répondu, je serai là. Dites-moi ce que je dois apporter. Rien. Pas de petit emoji pouce levé. Pas de merci de maman. Pas même un commentaire passif-agressif de la part de la femme de Chase. Juste le silence. Je me suis dit que c'était juste un de ces trucs de groupe de discussion. Quelqu'un répondrait plus tard. J'ai oublié ça pendant quelques jours jusqu'à ce que j'appelle ma mère jeudi pour confirmer l'heure. Elle a fait une pause un peu trop longue. Puis elle a dit lentement, comme si elle choisissait ses mots dans un chapeau, en fait, cette année pourrait être un peu différente. J'ai demandé ce que cela voulait dire. Elle a dit, ton frère pense que ce Noël devrait être pour les gens qui sont sur une certaine voie, comme les gens qui réussissent. Et nous sommes un peu d'accord. Au début, j'ai ri. J'ai vraiment cru que c'était une blague. J'ai demandé si Chase s'était défoncé, mais elle a continué, a dit que j'avais été distante ces derniers temps, difficile à joindre, et que peut-être cette année, je pourrais simplement prendre le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi? À payer le style de vie entier de leur fils, ou à maintenir les lumières allumées dans une maison qui n'était pas la mienne, juste pour que leur fils chéri n'ait pas à se soucier des factures? Puis Chase m'a appelé ce même soir. Il n'a même pas fait semblant que ce n'était pas son idée. Il a dit, écoute, tu as toujours été du genre à te concentrer sur ta carrière. C'est très bien, mais cette année, nous voulons que l'énergie soit plus raffinée, tu vois, de haut niveau. Nous faisons les choses en grand, campagne traiteur. Sans offense, mais tu arrives en jean et tu parles de ton travail dans l'informatique et personne ne sait même ce que tu fais. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis j'ai ri une fois, juste un rire sec et sincère. Je lui ai dit, c'est logique, puis j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas mise en colère. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Tout d'abord, je me suis connecté au portail des frais de scolarité. Je payais les frais de scolarité de l'école privée des 2 enfants de Chase depuis que sa femme avait pris du temps pour se retrouver il y a 2 ans. J'ai supprimé les informations de ma carte. Ensuite, je me suis connecté au compte de leasing du SUV de sa femme. J'ai également retiré ma carte de là. Puis le service de livraison de courses, disparu. Et enfin, le fonds d'urgence que j'avais mis en place dans un compte d'épargne commun au nom de Chase. Celui dont il ne se souvenait même pas qu'il était également à mon nom. J'ai transféré chaque centime, près de $8000, sur mon compte. Le lendemain matin, les appels ont commencé. D'abord, c'était Chase. Il a commencé calmement. Hey, il y a quelque chose de bizarre avec le paiement de l'école. Puis, un autre appel. Y a-t-il un problème avec le leasing de la voiture? Ils disent qu'il est en retard. Puis un SMS de sa femme. Son ton est rapidement passé de confus à agacé, puis à désespéré. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé 3 fois de suite, a laissé un message vocal disant qu'elle ne voulait pas s'impliquer, mais m'a demandé si je pouvais être la plus grande et ne pas laisser un petit drame de vacances affecter les enfants. Cette partie m'a touché. J'étais la seule à penser aux enfants depuis des années. Chase vit avec un revenu fantaisiste depuis une demi-décennie, et c'était moi qui empêchais les murs de s'effondrer. Non, maintenant j'étais un embarras, un problème à exclure parce que je n'étais pas marié, que je ne me mettais pas en avant et que je n'avais pas besoin de leur approbation. Qu'ils organisent leur Noël chic. Qu'ils boivent du champagne dans leur smoking de location pendant que je regarde les murs commencer à se refermer sur le château de cartes que je soutenais silencieusement depuis des années. Ce n'était que la première semaine. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Le soir de Noël, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas saoulé ou regardé dramatiquement la neige tomber seule comme si j'étais dans un film de Hallmark.
J'ai allumé une bougie à la cannelle, commandé des sushis et regardé des rediffusions de Shark Tank. Quand j'ai ouvert Instagram plus tard, je savais exactement ce que j'allais trouver. Ils étaient là, tous bien habillés, faisant semblant d'être des rois. Longue table de banquet, verre à bordure argentée, rose blanche au centre. La légende disait, reconnaissant de célébrer avec les personnes les plus accomplies que je connaisse. La femme de Tché se posait à côté de ma mère comme si elles étaient des débutantes. Il n'y avait pas de photos des enfants, juste des plats parfaitement dressés et servis par un traiteur, et un groupe de musique en direct en arrière-plan. Ils ont vraiment mis le paquet. Tché a dû emprunter de l'argent quelque part pour y arriver. Ou peut-être a-t-il simplement supposé que les factures pouvaient attendre. J'ai regardé les stories 2 fois, non pas parce que ça me faisait mal, mais parce que c'était hilarant. Ces gens faisaient un tour d'honneur sur une piste que j'avais payée pour construire. Le meilleur, c'est que la femme de Tché a posté un réel. Elle a fait un panoramique de la pièce, en riant faussement de quelque chose que mon père avait dit, puis elle a tourné la caméra vers elle-même avec une coupe de champagne. La légende, entourez-vous de personnes qui reflètent votre niveau. Reflétez votre niveau. J'ai fait une capture d'écran de celle-là. Je me demandais comment leur niveau allait gérer le mois de janvier, car à ce moment-là, les factures de scolarité arriveraient, le leasing de la voiture serait en défaut, le fonds d'urgence serait vide et l'assurance de leur précieuse petite Lexus expirerait. Je leur avais tout donné en silence et sans condition, et maintenant ils voulaient trinquer au succès tout en excluant la personne qui avait réellement construit le filet de sécurité sur lequel ils marchaient. Qu'ils le fassent. J'ai passé le jour de Noël à nettoyer mon appartement. Ça faisait du bien. J'ai supprimé le reste des photos de la veille, passé l'aspirateur, arrosé mes plantes et enfin ouvert le cadeau que je m'étais acheté des semaines plus tôt, une serviette en cuir vintage que je convoitais depuis des mois. Personne à qui faire semblant d'être reconnaissante, juste à moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu le premier appel de l'école. Patches, la secrétaire de l'école. Elle a dit que les frais de scolarité de janvier n'avaient pas été payés et a demandé si j'avais un nouveau mode de paiement. Je lui ai dit que je n'étais plus impliqué et je lui ai donné le numéro de Tchès. Il avait l'air surpris. Le 29 décembre, Tchès a finalement appelé. Il a commencé légèrement, comme si rien ne s'était passé. Et des choses bizarres. L'école dit que la carte enregistrée n'a pas fonctionné. Je voulais juste vérifier ça. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, il a envoyé un SMS. Monica, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le leasing? Le concessionnaire dit que le paiement a été rejeté. Toujours pas de réponse. Puis sont venus les messages de sa femme. Ils sont devenus de plus en plus déjantés, d'abord passifs-agressifs, puis carrément agressifs, enfin suppliants. Je suis restée silencieuse. J'ai attendu le jour de l'an. C'est alors que maman a appelé. Elle a commencé par quelque chose comme « Nous ne voulions pas te blesser ». Puis elle a pivoté sur le fait que les choses devenaient un peu serrées pour Tchès et que ce n'était pas la faute des enfants. Elle a dit « Peut-être pourrais-tu juste aider cette dernière fois ». J'ai dit « Tu as raison. Ce n'est pas la faute des enfants, c'est la vôtre. » Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai reçu une invitation. Pas une invitation normale, une véritable enveloppe imprimée livrée à la main pour une réunion de famille chez mes parents le 2 janvier, comme s'ils organisaient une fusion d'entreprise. J'y suis allé, non pas parce que je leur devais quelque chose, mais parce que je voulais les regarder dans les yeux pendant qu'ils se tortillaient. Quand je suis entré, je ne me suis pas assise. Tchès était sur le canapé, l'air de ne pas s'être rasé depuis une semaine. Sa femme n'était pas là. Ma mère avait ce regard qu'elle a quand elle est sur le point de donner une leçon à quelqu'un, mais qu'elle veut avoir l'air douce. Mon père est allé directement dans le trou où un discours familial devrait être. Ils ont essayé de me retourner la situation, ont dit que j'étais froide, punitive, rancunière. Ma mère a dit que j'avais toujours été la plus mature et m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas l'être maintenant. Puis Tchès l'a dit. Il l'a dit doucement, mais ça a percé tout leur bruit. Il s'est levé et a dit « J'ai merdé. Je l'ai utilisé. Nous l'avons utilisé. » Et juste comme ça, la pièce a changé. Quand Tchès a dit ces mots, la pièce est tombée dans une sorte d'immobilité que je n'avais pas ressentie autour de ma famille depuis des années. J'ai merdé. Je l'ai utilisé. Nous l'avons utilisé. Il ne regardait personne d'autre que le sol. Ma mère a ouvert la bouche comme si elle allait objecter, mais elle l'a refermée.
Mon père s'est agité sur son siège, visiblement mal à l'aise, comme si Chase venait d'étaler quelque chose de sale devant un invité. Mais je suis restée silencieuse. Je voulais voir ce qu'il ferait ensuite sans que personne ne le sauve de la vérité. Il a continué. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin, mais c'est exactement ce qui a rendu les choses pires, que j'avais rendu les choses faciles, trop faciles. Il a dit qu'il s'était convaincu que c'était juste temporaire, que j'allais bien de toute façon, qu'aider sa famille ne me coûtait pas vraiment quelque chose. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas du tout. Il a dit, chaque fois que tu donnais, ça me faisait me sentir plus petit, et au lieu d'être reconnaissant, je suis devenu rancunier parce que tu faisais tout ce que j'étais censé faire pour ma propre famille, et tu n'en avais même pas besoin. Personne n'a bougé. Ma mère avait l'air d'essayer de ne pas pleurer, mais j'avais l'impression que c'était pour les mauvaises raisons, comme si elle se sentait mal pour lui. Il a admis qu'il savait que les frais de scolarité n'étaient pas viables, qu'ils avaient eu des discussions sur le fait de te demander moins, mais il trouvait toujours une excuse. Il a admis que sa femme n'aimait pas que ce soit moi qui couvre tout, mais elle aimait trop l'argent pour le pousser à arrêter de le prendre. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu aurais pu dire non, mais nous savions tous que tu ne le ferais pas. Alors, nous avons même arrêté de faire semblant de le mériter. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé un homme essayer de reconstruire sa fierté sans me demander de la recoller pour lui. Ma mère a fini par intervenir. Il a essayé de ramener ça. A dit que ce n'était pas une question de passé, que c'était une urgence familiale et que la famille se mobilise. Je lui ai demandé où était cette attitude quand ils ont planifié toute une fête de réveillon de Noël avec traiteur dans mon dos et ont fait semblant que je n'existais pas. Elle n'a pas répondu à ça. J'ai dit que je n'étais pas là pour parler de frais de scolarité, de courses ou de voitures de location. Je n'étais pas là pour réparer quoi que ce soit. Je leur ai dit que j'étais venu écouter, et je l'ai fait. Puis j'ai dit ceci, le soutien est terminé. Tout. Il n'y aura plus de transfert. Pas ce mois-ci. Jamais. Mon père a murmuré quelque chose à propos de moi qui était ingrate. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit que je n'étais pas celle qui devrait ressentir de la gratitude dans cette pièce. Avant de partir, Chase s'est relevé. Il ne m'a pas demandé de reconsidérer. Il n'a pas supplié. Il a juste dit, je vais réparer ça tout seul. Je te le dois. C'était la seule phrase à laquelle je croyais. Je suis sorti de chez eux ce soir-là, ne me sentant pas triomphante, pas en colère, juste finie. Comme si j'avais enfin fermé une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Chase. C'était court. J'ai trouvé un deuxième emploi. Shift de nuit dans un entrepôt. Ça va être serré, mais on va s'en sortir. Je paierai ce que je peux. Ne vous inquiétez plus pour nous. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin de le faire. Il devenait enfin quelqu'un qui pouvait se tenir debout tout seul. Au cours de la 2e semaine de janvier, le silence s'est fait sentir différemment. Ce n'était plus froid. C'était vivant. Quelque chose changeait. Et cette fois, je n'avais pas à lever le petit doigt pour le sentir. Je n'ai pas eu de nouvelles de Chase. Pas un SMS, pas un appel. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. De petites choses au début. L'école privée où allaient ses enfants. Leur site web mentionnait le corps étudiant actuel dans la newsletter qu'ils envoyaient tous les lundis. Je l'ai parcouru par pure curiosité et j'ai vu que les noms des 2 enfants étaient manquants. Juste disparus. Pas d'annonce, pas d'explication. Une semaine ils étaient là, la suivante ils ne l'étaient plus. Puis un ami commun de l'université, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, mais qui me suivait toujours sur LinkedIn, a envoyé un message qui disait « Hey, question bizarre, mais ton frère travaille-t-il vraiment au Green Street Distribution Center ?» Je pensais qu'il dirigeait une entreprise de construction. Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri. Le travail d'entrepôt n'était pas un bluff. Et puis est venue la vraie surprise. Un soir, je suis rentré tard du travail et il y avait une enveloppe rembourrée jaune sur le pas de ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom et un marqueur noir épais. À l'intérieur, il y avait une pile de reçus, frais de scolarité, factures d'épicerie, paiement de leasing, capture d'écran Venmo, même quelques anciens emails où j'avais approuvé des renouvellements automatiques.
Certains d'entre eux dataient de plusieurs années. Sur le dessus, il y avait une note, manuscrite et courte. Je ne sais pas comment j'ai laissé ça aller aussi loin, mais je vais te rembourser même si ça me prend 5 ans. Pas de signature, juste ça. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que je regardais. Il avait parcouru ses emails, ses comptes, le téléphone de sa femme, tout ce qu'il fallait, et avait sorti tous les reçus possibles avec mon nom dessus. Il n'essayait pas seulement de réparer les choses. Il auditait son propre échec. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon appartement sans y être invitée. Elle avait un de ces contenants Tupperware remplis de biscuits mous et pâles qu'elle faisait toujours pendant les fêtes. Je détestais ces biscuits. Elle le savait. Mais elle les faisait toujours quand elle était nerveuse. Elle n'est pas entrée. Elle est juste restée dans le couloir en tenant le récipient et en ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois. Elle a dit, « Ton frère m'a dit ce qu'il a fait, ce qu'il essaie de faire maintenant. Il ne m'a pas demandé de venir ici. Je le voulais. Je n'ai rien dit. » Elle a continué, a dit que quand j'avais arrêté de payer, c'était comme si toute la famille s'était réveillée en sursaut. Qu'ils avaient construit une version de moi dans leur tête, Monica la fiable, Monica la surdouée, Monica le porte-monnaie sur pattes. Et quand cette version a cessé de se présenter, ils ne savaient pas comment gérer la vraie. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. La femme de Chase était partie. Pas pour un week-end, pas pour une réinitialisation. Elle avait emballé les enfants, emménagé chez sa sœur à travers les lignes d'État, et avait dit qu'elle ne reviendrait pas tant que Chase n'aurait pas compris comment vivre sans l'argent de Monica. Apparemment, elle avait toujours été au courant des frais de scolarité, du leasing, des courses. Elle avait juste choisi d'agir comme si tout cela faisait partie d'un accord familial. Et maintenant que c'était parti, elle aussi. Je suis resté là, dans l'encadrement de la porte, en tenant ce stupide récipient de biscuits, réalisant que pour la première fois, Chase était complètement seul. Pas de filet de sécurité, pas d'applaudissements, personne qui détourne le regard. Et il n'avait pas craqué. Il ne m'avait pas appelé. Il n'avait pas supplié. Il travaillait la nuit et dormait le jour et m'envoyait des enveloppes de reçus comme quelqu'un qui avouait un vol à vie. Ce soir-là, j'ai appelé une amie qui dirige un programme qui aide les pères célibataires à trouver une garderie abordable et un placement professionnel. Je ne lui ai pas donné son nom. Je lui ai juste demandé s'ils avaient des places, je lui ai dit que je transmettrais l'information si je trouvais quelqu'un qui en avait besoin. Je n'avais pas l'intention d'intervenir à nouveau, mais je surveillais de près parce que la vengeance n'était plus le but. La rédemption commençait à paraître plus intéressante. Au cours de la 3e semaine de janvier, quelque chose était différent. Pas bruyant, pas dramatique, juste calme d'une manière qui vous faisait le remarquer. Plus d'appels frénétiques de ma mère. Plus de SMS faisant allusion à la culpabilité. Pas même la femme de Chase sur les médias sociaux avec ses citations passives-agressives sur les limites et le choix de la paix. C'était comme si toute la famille était entrée dans la clandestinité. Et puis Chase a commencé à me rembourser. La première enveloppe est arrivée un mercredi. Une autre enveloppe rembourrée, sans adresse de retour, laissée devant ma porte. À l'intérieur, un mandat postal de $200 et un morceau de papier à notes plié avec 3 lignes griffonnées dessus. Une semaine à la fois. Pas de charité, pas de fierté, juste assumé. Je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû. Le montant n'était pas élevé, par rapport à ce que je leur avais donné au fil des ans. Mais le fait qu'il ait fait l'effort de l'envoyer, de l'écrire même à la main, signifiait quelque chose. Puis j'ai commencé à entendre des choses. Une de mes collègues qui habitait près du quartier de Chase a dit qu'elle l'avait vu faire du vélo pour aller au travail tôt le matin, même dans le froid. Elle a dit qu'il ne se ressemblait pas. Elle a dit qu'il avait l'air de quelqu'un qui essayait d'être meilleur que celui qu'il avait été. Puis une autre enveloppe est arrivée. Même format, 2 cents de plus. Et la note était plus courte. Le travail d'entrepôt est permanent maintenant. Ils m'ont offert des shifts supplémentaires. Je les prends. Je n'ai toujours pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, parce que je ne voulais rien dire tant que je n'étais pas sûr que ce n'était pas une phase. J'avais besoin de savoir que ce n'était pas une question de culpabilité. J'avais besoin de voir que cette fois il se présentait même quand personne ne le regardait. Et puis un soir, je l'ai croisé. C'était au hasard, dans un magasin d'alimentation à prix réduit que je visitais rarement. Il était debout devant l'allée des surgelés, faisant le plein de plats surgelés génériques et de couches.
Ses vêtements étaient simples, ses cheveux un peu plus longs que d'habitude. Il avait l'air fatigué mais alerte. Présent. Il m'a vu. Nous nous sommes tous les deux figés. Puis il a fait un signe de tête. J'ai fait un signe de tête en retour. Il n'est pas venu. Il n'a pas dit un mot. Dans ce silence, à ce moment-là, ça disait plus qu'aucun discours ne pourrait jamais le faire. Je suis parti sans dire au revoir. Ce week-end-là, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Il n'a pas commencé par des banalités. Il a juste dit, je sais qu'on avait tort sur tout. Et je sais qu'on s'est appuyé sur toi pendant des années et qu'on n'a jamais dit merci. Ça s'arrête maintenant. J'étais silencieuse. Puis il a ajouté autre chose. Chase nous a dit qu'il ne prendrait plus un centime de toi. Il a dit, si vous essayez de l'entraîner à nouveau dans quoi que ce soit, il s'en va aussi. Il le pensait. Pendant une seconde, je n'y ai pas cru. Non pas parce que je pensais que Chase mentait, mais parce que je n'avais jamais entendu mon père parler comme ça. Ça sonnait vrai, sans fioriture, sincère. Puis est venue la dernière partie. Ta mère et moi voulons t'inviter à dîner. Pas de discours, pas d'embuscade, juste nous, juste de la nourriture. Pense-y. J'ai dit que je le ferais. Plus tard ce soir-là, un autre SMS est arrivé. Cette fois de Chase. Je leur ai dit d'arrêter de faire de toi la méchante. Je leur ai dit que s'ils veulent de moi dans leur vie, ils doivent être dans la tienne à tes conditions. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose. Puis, après quelques minutes, un autre message a suivi. Je garde les 2 emplois. Je ne vais pas démissionner juste parce qu'elle a dit qu'elle pourrait revenir. J'ai besoin de tout réparer. L'argent, la famille, moi. Et je ne te demande rien. Je veux juste que tu saches que pour une fois, je fais ce que tu as toujours fait. Je me présente. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas comment. Mais pour la première fois, l'idée d'un dîner avec eux ne me remplissait pas d'effroi. Je n'avais pas l'impression de retourner dans un piège. J'avais l'impression que j'allais enfin entrer dans une pièce où les gens me voyaient. Le dernier samedi de janvier était gris et calme. Pas de vent, pas de neige, juste cette lourde immobilité que prend le ciel quand il est sur le point de changer d'avis. Vers midi, j'ai reçu un SMS de Chase. Le dîner est à 18h. Les enfants seront là. Maman a fait des itis au four. Présente-toi, c'est tout. Sans attente. Je l'ai regardé pendant longtemps. Mon premier instinct était de le supprimer et de rester à la maison. Pendant des années, chaque invitation de ma famille était accompagnée de ficelles si épaisses qu'on pouvait en faire un nœud coulant. Mais celle-ci était différente. Fatiguée. Honnête. Je n'ai pas répondu. À 17h45, j'ai pris mes clés et je suis parti quand même. Il n'y avait pas de voiture supplémentaire devant, pas de décoration, pas de bannière de succès, pas de camion de traiteur, pas de gens qui prétendaient être ce qu'ils n'étaient pas. Juste la voiture de Chase, un peu de travers dans l'allée, et la vieille camionnette de mon père garée exactement là où elle l'avait toujours été depuis que j'avais 10 ans. Quand je suis monté vers la porte, je m'attendais à entendre des rires forcés ou un silence bizarre étendu. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le bruit des casseroles qui cliquetaient dans la cuisine et le faible murmure d'un dessin animé à la télévision. Mon père a ouvert la porte. Il n'a pas souri, ne m'a pas serré dans ses bras, a juste fait un signe de tête et s'est reculé pour que je puisse entrer. Ça avait l'air plus réel que toute affection forcée ne pourrait jamais l'être. À l'intérieur, la table à manger était déjà mise. Assiette basique, fourchette dépareillée, serviette en papier, ziti au four fumant dans un plat en verre comme si c'était la seule chose que ma mère avait su faire cette semaine-là. Une salade que personne ne toucherait. Du pain qui sortait d'un sac en plastique et qui n'était même pas réchauffé. C'était parfait. Chase était dans le salon avec ses enfants, un de chaque côté, leur montrant comment battre un niveau sur une console de jeu portable. Son sweat à capuche était délavé, ses baskets bon marché, mais pour une fois, il avait l'air ancré, comme s'il était à sa place dans le moment où il était. Ses enfants m'ont vu et se sont figés pendant une seconde, incertains. J'ai fait un signe de la main et ils ont fait un signe de la main en retour. Pas par politesse, juste parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Je ne les avais pas vus depuis avant Noël. Je me demandais s'ils savaient pourquoi. Nous nous sommes assis pour manger. Pas de discours.
Personne n'a essayé de faire un toast. Ma mère a demandé si je voulais de l'eau ou du vin. J'ai choisi l'eau. Elle n'a pas insisté. Pendant 10 minutes, tout ce qu'on pouvait entendre, c'était le bruit des fourchettes sur les assiettes et les enfants qui se chuchotaient entre eux pour savoir s'ils devaient manger ou non la salade. C'était tellement normal que c'en était presque surréaliste. À mi-chemin du dîner, mon père a posé des questions sur mon travail. Pas de façon théâtrale, il a juste demandé comment ça se passait. Quand je lui ai dit que je dirigeais un nouveau projet, il a fait un signe de tête et a dit « C'est bien. Tu as toujours été perspicace. » Pas réussie, pas intimidante, juste perspicace. J'ai eu l'impression que c'était le premier compliment sincère que j'avais reçu de lui depuis des années. Après le dîner, les enfants ont aidé à débarrasser la table. Ma mère a offert une tarte, achetée en magasin, ne faisant même pas semblant qu'elle était faite maison cette fois-ci. Elle a souri comme si elle savait que j'apprécierais l'honnêteté. Et puis, pendant que les enfants retournaient au salon, Chase s'est levé. Il n'a pas fait de discours. Il a juste dit « Je pensais ce que j'ai écrit. Je ne m'attends pas à être pardonné. Je construis vers ça. » Il a jeté un coup d'œil à nos parents, puis de nouveau à moi. J'aurais dû te défendre il y a longtemps. Je le vois maintenant. Je les ai laissés véhiculer cette idée de toi qui n'était même pas vraie. Je les ai laissés faire de toi celle qui avait toutes les réponses juste parce que je n'ai jamais voulu en trouver aucune moi-même. Personne n'a interrompu, pas même notre mère. Il a dit qu'il gardait les 2 emplois, qu'il n'allait pas attendre que les choses s'effondrent avant de les prendre au sérieux à nouveau. Que même si sa femme ne revenait pas, il allait quand même réparer ce qu'il pouvait. Je n'avais pas besoin de ton argent. J'avais besoin de ton courage. Et j'ai passé des années à faire semblant que c'était une faiblesse parce que je ne pouvais pas admettre que je n'en avais pas. Ça a touché différemment. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas raffiné. C'était brut. Pour une fois, il ne jouait pas la comédie. Il ne cherchait pas à être sauvé. Il était juste responsable. Nous ne nous sommes pas embrassés. Je n'ai pas dit « je te pardonne ». J'ai juste fait un signe de tête. Et c'était suffisant. Avant que je ne parte, sa fille a couru et m'a remis un dessin qu'elle avait fait pendant le dîner. C'était une famille de bonshommes allumettes debout sous une petite maison tordue. Et pour une fois, j'étais sur la photo. Je l'ai gardée. Alors que je sortais dans le froid, je ne me sentais pas victorieuse ou vengée. Je ressentais quelque chose de mieux. J'avais l'impression que je n'avais plus besoin de porter qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus le filet de sécurité. J'étais juste Monica, sœur, fille, tante. Et ils apprenaient à se tenir debout tout seuls. Peut-être maladroitement, peut-être lentement, mais quand même. Parfois, la guérison ne se manifeste pas avec des excuses ou de grandes réunions. Parfois, elle se manifeste sous la forme de ziti au four dans une assiette bon marché dans une maison tranquille remplie de gens qui apprennent enfin à s'aimer sans rien devoir en retour. La mise à jour. Il s'est écoulé 2 semaines depuis le dîner. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de... Sous la photo, il a écrit « Pas de tuteur, pas de plat à emporter, juste nous qui nous débrouillons ». Ça a peut-être signifié plus pour moi que toutes les excuses. Et puis ce matin, ma mère a appelé juste pour dire bonjour. Elle n'a pas parlé du passé. Elle n'a rien demandé. Elle a juste parlé d'un livre qu'elle était en train de lire et qui lui rappelait moi quand j'étais adolescente. Ce n'était pas parfait, mais ça n'avait pas l'air faux. C'est bizarre. Pour la première fois depuis longtemps, ma famille ne me traite pas comme une carte de crédit dans un cardigan. Ils me traitent juste comme moi.